Allocution prononcée à la radio par le général de Gaulle le 17 janvier 1945. L'offensive ennemie dans l'Ardenne belge est en train de se terminer par la retraite de l'assaillant. En Alsace, les attaques des troupes alliées succèdent aux tentatives d'irruption allemande. Sur le front de l'Est, les positions des armées d'Hitler qui couvrent le territoire du Reich sont percées de part en part. En Extrême-Orient, les Japonais voient se déployer dans les Philippines, près des côtes de notre Indochine, des forces qui ne peuvent contenir. Sur notre sol, une armée nouvelle, dont l'armement est maintenant assuré, se forme pour les chocs décisifs du printemps prochain. Notre pays, au milieu de l'étonnement du monde, émerge de la crise sans exemple où l'avaient plongé l'invasion et l'oppression. Or, tandis que le but est en vue et que notre espérance de l'atteindre se transforme en certitude, nous constatons jour après jour que le chemin qui nous y mène demeure un âpre chemin. En ce moment, la rigueur de l'hiver ajoute à nos difficultés. Le peuple français, surtout dans les grandes villes, souffre cruellement du froid et ne reçoit, en général, qu'une nourriture à peine suffisante. D'innombrables demeures sont absolument sans feu. Dans presque tous les ateliers, bureaux, magasins, il faut travailler sans chauffage. Les hôpitaux, les pouponnières, les écoles ne reçoivent que de maigres allocations de combustible. Les rations alimentaires sont très étroitement calculées. Leur distribution subit des à-coups et des retards. Il n'y a de lait qu'à peine ce qu'il faut aux tout petits enfants et aux malades. Le gaz, le courant électrique sont distribués avec parcimonie. En outre, un grand nombre de nos entreprises ne peuvent encore travailler ou ne le font qu'au ralenti. Notre agriculture, bien qu'elle se trouve dans une situation relativement meilleure, ne dispose cependant pas des engrais et de l'outillage qui lui permettraient de prendre l'essor dont elle est capable. Nos villes, nos villages, dévastés, parviennent à déblayer leurs ruines, mais manquent de tout ce qu'il faudrait pour commencer leur reconstruction. Sans m'étendre sur les causes que mesurent fort bien tous ceux qui jugent avec leur raison, je dois répéter cependant comment se présentent les réalités matérielles 4 mois après la libération de la plus grande partie du territoire. L'activité et la vie du pays dépendent de 4 facteurs qui sont la production d'énergie, charbon et électricité, les matières premières, la production agricole, les transports. Pour le charbon, la France, en temps normal, en tirait de son sol chaque semaine 850 000 tonnes. Elle en consommait 1 300 000 tonnes, la différence venant de l'importation. Grâce à un vaste effort de remise en état des mines que la bataille laissait désorganiser, nos mineurs extraient maintenant des fosses 600 000 tonnes en moyenne hebdomadairement. Mais les besoins militaires en exigent à eux seuls le tiers. Nous avons maintenant réparé la plupart des barrages, des turbines et des lignes d'où provient l'électricité fournie par la force hydraulique. Toutefois, l'hiver s'oppose en partie à leur utilisation. En ce qui concerne les matières premières, le gouvernement, prévoyant le manque presque total de stock dans lequel nous nous trouvons, avait établi, avant la bataille de France, un plan d'importation destiné aux premiers mois qui suivraient la libération. Mais certaines conceptions aventurées quant à la capacité de résistance de l'Allemagne, la nécessité pressante de nourrir les batailles d'Europe occidentale, de Russie, d'Extrême-Orient, les obligations écrasantes qui en résultent pour les convois maritimes, la destruction de nos ports, ont retardé, du côté de nos alliés, l'exécution du plan, qui commence seulement ce mois-ci à produire ses premiers effets. Cependant, je suis heureux de pouvoir confirmer que les négociations,
poursuivis par nous à Washington pour préciser et développer ce plan, ont abouti dans la journée d'hier. Nos alliés viennent de reconnaître l'importance que revêt, pour l'issue victorieuse et aussi rapide que possible de la guerre, le concours de l'industrie de la France, comme d'ailleurs celui de ses armées et de ses transports, et d'arrêter, d'accord avec nous, les dispositions nécessaires pour que des matières premières soient importées en notable quantité. Quant au transport, je résumerai la question en disant que nous avions en service, en temps de paix, 16 000 locomotives, que le 15 septembre dernier, il nous en restait 2 000 en état, sur des réseaux parfois coupés, et qu'aujourd'hui, à force de réparation, nous en faisons rouler d'un bout à l'autre du pays un peu plus de 6 000, dont un grand nombre sont d'ailleurs employés à tracter les trains militaires. Dans ces conditions, une secousse telle que celle d'une vague de froid suffit à altérer un équilibre malaisé. Quand, dans l'espace de 24 heures, les barrages d'où provient la force électrique se trouvent gelés, quand, le long des canaux, les péniches sont bloquées par la glace, quand, dans les dépôts et ateliers détruits, l'entretien et la réparation des locomotives deviennent soudain plus difficiles en raison de la bise et du gel, quand cependant il faut à tout prix que nos trains continuent à transporter, pour les batailles de Belgique ou d'Alsace, les renforts et les ravitaillements, de dures restrictions s'imposent, en ménageant toutefois les hommes et les entreprises qui contribuent le plus directement à faire et à abréger la guerre, c'est-à-dire les soldats au front et les usines d'armement. Ces restrictions ont été prises. Elles font cruellement souffrir. Je sais en particulier quelles épreuves traversent en ce moment nos mères de famille françaises, hantées par le souci de l'existence et de la santé de ceux et de celles qui les entourent, et surmenées par les perpétuels et pénibles problèmes que leur pose leur ménage, dont, cependant, tout dépend. Mais ces restrictions, dont nous pouvons d'ailleurs espérer qu'elles vont quelque peu s'adoucir, sont supportées avec courage par un peuple qui sait ce qu'il veut. Car nous savions bien d'avance que pour être sortis de l'abîme, nous ne serions pas tirés d'affaire. Qui donc naguère, au fond du malheur, ignorait que la libération nous découvrirait une tâche nationale hérissée de difficultés? Qui donc avait l'illusion qu'après ce qui s'était passé, nous pourrions rejouer notre rôle dans la guerre, reprendre notre place parmi les grandes nations, nous renouveler politiquement, économiquement, socialement, moralement, sans un immense et pénible effort? Oui, la victoire, la puissance, la rénovation, cela coûte cher, en fait de labeur, de peine et de sacrifice. Mais c'est cela que nous voulons, et c'est cela qui nous paiera de tout. Pour y parvenir, il faut à coup sûr que tous ceux qui prennent une part dans la direction de l'effort national fassent preuve de toute l'intelligence, de toute l'énergie, de toute l'abnégation dont ils sont capables. À ce sujet, je dois dire hautement que l'administration française, en dépit des amères épreuves qu'elle a subies depuis des années, se trouve, dans son ensemble, à la hauteur de sa lourde tâche et dévouée à la chose publique, sous l'impulsion du gouvernement. Je me garderai d'ailleurs d'affirmer que tout aille au mieux dans le meilleur des mondes. Bien au contraire, du poste où je suis, je mesure assez bien quels progrès nous avons à faire, dans ce domaine comme dans les autres, après des lustres d'erreurs, de faiblesses et de mauvaises méthodes, suivies par une crise nationale abominable et prolongée. Ce n'est pas en quelques semaines que nous pourrons réparer cela. Mais je déclare au pays que ceux qui ont l'honneur de servir l'État le servent aujourd'hui avec ardeur et discipline, et qu'ils méritent d'être encouragés par l'estime des citoyens. Au total, cependant, c'est l'effort, c'est la peine de chaque homme, de chaque femme, de chaque enfant de France, qui sont et demeureront à la base du triomphe dans la guerre et du redressement national. Il n'y a pas un travail accompli, une douleur acceptée, un sacrifice subi, qui ne contribue au salut et à la grandeur de la patrie, tout comme la blessure et la souffrance du soldat. Mais, face à l'Allemagne,
qui ne peut plus espérer le salut que dans la lassitude de ses adversaires, et devant l'avenir éclatant qui attend notre pays, nous saurons faire en sorte que tout ce que nous avons donné et donnerons de nous-mêmes ne l'aura pas été pour rien. Français, Françaises, voici l'étape suprême. Dans le monde, chacun aujourd'hui regarde vers la France, y compris ceux qui auraient voulu qu'on pût, à la fin, l'oublier. Allons, suivons notre route. Vous le savez comme moi, le meilleur est au bout du chemin.